Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Malou Monroe, bienvenue sur Pédagogie, sur la saison 3. Je suis trop contente de vous retrouver et vous savez d'ailleurs que sur Pédagogie, on accueille des personnes qui font évoluer la sexualité. Et aujourd'hui, j'ai une invitée qui a fait évoluer la sexualité à sa manière et qui a eu le courage d'en parler publiquement sur un sujet qui est encore assez tabou, dont on n'entend pas assez parler, le vaginisme. On va en parler ensemble. Bonjour Alix. Bonjour à toutes et tous. Alix, est-ce que tu veux te présenter rapidement ? Je m'appelle Alix Garin et je suis autrice de bande dessinée. Et donc là, je viens de sortir un nouvel album qui s'appelle Impénétrable et qui est un récit autobiographique qui retrace mon parcours de ma reconquête de mon corps, de mon désir, après avoir souffert d'un trouble qui, en effet, est bien trop méconnu, qui s'appelle le vaginisme et qui a complètement rebattu les cartes de ma sexualité, de mon couple. Et donc, c'est un peu tout ça que l'album reprend chronologiquement, de l'apparition des symptômes à l'errance médicale, ensuite tout le parcours thérapeutique que j'ai entrepris pour essayer de soigner mon corps. Mais puis ensuite, la deuxième partie du récit, c'est un peu la plus importante pour moi, c'est comment est-ce qu'on reconstruit du désir après être comme ça, tombé dans un piège d'une sexualité qui ne nous convenait pas ou plus. Et j'avais vraiment envie de partager ce témoignage-là, parce que moi, je me suis sentie très très seule quand ça m'est arrivé, donc c'était un peu une promesse que je m'étais faite qu'un jour je raconterais cette histoire. Tu parles aussi d'ailleurs de comment essayer de continuer à nourrir ce désir, même quand tu es encore avec le vaginisme. On va en parler, on va un peu détricoter tout ce que tu as vécu. Est-ce que, avant que tu nous racontes un petit peu comment c'est apparu, est-ce que tu peux expliquer aux éditeurs et aux auditrices ce que c'est exactement le vaginisme ? Donc c'est un syndrome, un trouble de la sexualité qui provoque la contraction involontaire des muscles du périnée, donc les muscles qui entourent le vagin et l'entrée du vagin. Et à cause de cette contraction donc, qui est involontaire, qui en soi n'est pas douloureuse, mais ça rend très difficile, voire impossible, la pénétration vaginale. Ça peut prendre différentes formes dans le sens où soit toute forme de pénétration est impossible, donc même mettre un tampon c'est pas possible, ou alors c'est seulement dans le cadre de la sexualité, avec un pénis par exemple, et soit ça peut apparaître dès les prémices de la vie sexuelle, donc dès les toutes premières fois, ou bien a posteriori, alors que jusque-là on avait une sexualité, disons, sans problème particulier, quoi. Mais est-ce que ça existe qu'il y ait des personnes qui naissent avec ça, qui n'ont jamais réussi à avoir une vie sexuelle épanouissante, justement, et qui ont toujours eu un certain vaginisme ? Absolument, ouais. Donc ça peut se développer même très très tôt dans la vie, chez les jeunes filles qui, dès la première fois, elles essayent de mettre un tampon lors de leurs premières règles, s'aperçoivent que c'est impossible. Et souvent on met ça sur le compte juste de la jeunesse ou quoi, et puis un peu plus tard, quand vraiment elles essayent d'avoir une sexualité pénétrative, ça se révèle impossible dès le début. Et c'est pas juste j'ai un peu mal lors de ma première fois, comme c'est le cas pour beaucoup de femmes. Là ça rend vraiment le truc impossible. Et du coup ça arrive qu'il y ait des personnes qui ne savent pas exactement comment expliquer ce qui leur arrive, et qui se retrouvent du coup face à un partenaire ou une partenaire qui ne soit pas du tout éduqué vis-à-vis du vaginisme, et qui se force du coup à avoir une sexualité comme on l'entend, pénétrative. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là ? Oui, absolument. Bon, déjà, malheureusement, c'est très, très courant, vu que, comme on l'a dit, c'est un mal qui n'est pas très, très connu, alors qu'en fait, il touche beaucoup, beaucoup de femmes à plein de périodes de leur vie, plein d'âges. Il y en a pour qui c'est suite, par exemple, à une grossesse ou un accouchement, d'autres où c'est très jeune. Et évidemment, vu que c'est pas très connu, on peut très, très vite avoir l'impression que, le problème vient de soi, de toute façon, avoir un peu mal, c'est normal. Ça met aussi en lumière toutes les injonctions et les fausses croyances parfois très intériorisées par les femmes elles-mêmes qui existent autour de la sexualité. Toi, tu te disais, c'est normal d'avoir mal ? Malheureusement, ouais, moi je me suis dit ça. Moi j'ai grandi avec ce genre de représentation où si t'as mal, tu te forces un peu, faut pas trop le dire au partenaire pour pas le vexer, ou il faut pas refuser trop souvent. Enfin, en fait, quand j'ai eu ce problème-là, je me suis aperçue aussi de tout ce que moi j'avais intériorisé, qui m'avait conduit à aller même très loin dans le fait de s'imposer des rapports qu'on désire pas vraiment. Et évidemment, alors ça entraîne très très vite un cercle vicieux, ça c'est tout à fait propre au vaginisme, c'est que l'anticipation de la douleur ne fait qu'aggraver les symptômes. Parce qu'on a peur d'avoir mal, on est tendu, on a beaucoup moins de désir, et forcément, le problème s'aggrave. Et moi, je suis tombée exactement là-dedans. C'est-à-dire que les premières fois,
Au début, c'était pas très grave, j'avais un peu mal. Bon, voilà, c'est passé. La fois suivante, j'avais encore mal. Je me disais, ah là là, j'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Et la fois suivante, c'était encore pire. Oui, parce qu'il y a vraiment il y a vraiment le psychologique qui rentre énormément en compte avec ça. Bah oui, c'est clair. C'est pour ça que tu dis que le vaginisme, c'est involontaire. Ouais. C'est pas toi qui te dit, qui te crampe et qui dit je veux pas. Enfin, ça peut arriver au bout d'un moment, parce que t'as plus envie d'avoir mal. Ouais. Mais au départ, quand ça commence à arriver, c'est pas toi qui dis non, mais là, je veux vraiment pas faire l'amour. C'est ton corps qui, par rapport à ce que t'as pu vivre, et on va le creuser, ce que t'as pu vivre, dont tu te rappelles ou non, va se bloquer parce qu'il veut plus revivre une souffrance qu'il a vécue. En gros, c'est ça ? C'est ça. Alors en fait, il peut y avoir plusieurs facteurs déclenchants. Soit c'est lié à des traumas, on pourra y revenir plus tard, soit aussi ça peut vraiment être lié au départ à un petit souci d'ordre purement physiologique qui est pas détecté ou qu'on creuse pas, parce que donc le vaginisme c'est une chose, mais il existe d'autres formes de dyspareunie. Dyspareunie, c'est le mot qu'on donne justement aux douleurs liées à la sexualité. D'accord, c'est plus vaste. C'est plus vaste, ça regroupe plusieurs formes de pathologies, dont par exemple, moi c'est ce dont je souffrais, la vulvodynie, qui est en fait une hypersensibilité au niveau de la vulve. Ça peut être vraiment sur les lèvres ou à l'entrée du vagin. Et là, c'est vraiment tout à fait physique. C'est les nerfs qui sont trop sensibles. Et donc, dès qu'on touche, ça fait mal. Et donc, parce que ça fait mal, les muscles, forcément, ils font ça. Le corps essaie de se protéger. Ils peuvent entraîner un vaginisme. Exactement. D'accord. Et donc là, par exemple, c'était dû, par exemple, à un vêtement trop serré ou quelqu'un qui est rentré un peu trop en force ou tu étais fatigué et il n'y a pas eu assez de préparation, par exemple. Ça peut être des trucs comme ça. Par exemple, ça peut être des trucs tout bêtes. Ça peut être une infection urinaire aussi, qui n'a pas été bien traitée ou quoi. Ou des mycoses. Des mycoses, voilà, de tout petits trucs, une petite blessure. Et même si sur le moment elle est soignée, elle peut entraîner une sorte de mémoire sensorielle du corps. On le sait, aujourd'hui, le corps est extrêmement sensible. Il a une mémoire énorme. Ouais, c'est une zone, la vulve, qui est particulièrement innervée. Et donc, forcément, les nerfs peuvent rester très sensibles. Et donc, notre cerveau, qui traite toutes ces douleurs-là, il va pas guérir de cet influx nerveux de la douleur. Et ça entraîne un vaginisme. Mais il peut aussi y avoir des vaginismes qui sont vraiment pas du tout liés à une pathologie comme ça, et qui sont vraiment là pour le coup le résultat de symptômes plus psychologiques, notamment, c'est souvent le cas dans les vaginismes primaires de base, donc primaires quand c'est apparu dès les prémices de la sexualité, liés à une très mauvaise ou une absence complète d'éducation sexuelle, à trop de tabous, notamment les tabous religieux, etc., qui font que les femmes arrivent dans leur sexualité active tout à fait désarmées, avec beaucoup d'appréhension, une tout image à fait très négative. Une image négative de l'acte sexuel, une méconnaissance complète de leur corps, et tout ça crée une manœuvre de protection instinctive du corps. Et toi, du coup, c'est différent. Toi, t'as pas eu un vaginisme qui est arrivé dès les premières relations sexuelles. De ce que tu racontes dans ta BD, t'as eu une vie sexuelle plus ou moins épanouie. Tout à fait. Tu dis plus ou moins aussi, parce qu'au final, tu te rends compte qu'il y avait 2-3 trucs où, en fait, t'étais pas forcément aussi accomplie que tu le voulais. Mais ça, c'est propre à énormément de femmes encore. Ouais. Et désolée, ça me fait rire, mais c'est vrai, désolée. Il y a encore du taf. C'est clair. Il y a encore du taf. Et donc, du coup, toi, t'étais avec, dans ton histoire, t'avais un copain avec qui t'étais depuis un moment. Vous faisiez énormément confiance. Vous avez une très belle relation, d'ailleurs, on le voit dans la BD. Ça se passait plutôt bien. Puis petit à petit, tu te rends compte que là, t'arrives plus à faire l'amour. Ouais. Tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Ouais, donc avec mon amoureux, on était ensemble depuis plus d'1 an. On avait eu cette première année de vie sexuelle qu'on connaît tous très bien, qui est très active, très spontanée, très super cool, quoi. Et puis, voilà, un jour, ça me fait mal. Ça pique un peu. Ça pique un peu sur la fin. Au départ, t'avais pas d'appréhension dans ton cerveau ? Pas du tout. Ah oui, c'est apparu vraiment sans du tout de raison extérieure particulière. C'est pour ça que sur le moment, j'ai balayé ça d'un revers de la main. Je me suis dit, c'était pas ma journée, quoi. Okay. Sachant que tu travailles beaucoup à côté. Oui, c'était un contexte, c'était un contexte particulier où en effet, dans la vie, j'étais dans une période un peu charnière. J'entrais dans la vie active professionnelle, je travaillais comme une folle, je vivais un deuil, le deuil d'un de mes grands-parents que j'ai vécu avec beaucoup de tristesse. Donc en effet, c'est important de resituer ce contexte-là, mais je peux pas l'associer directement à l'apparition des symptômes, mais en effet, c'était à ce moment-là.
Mais moi, en fait, le problème, c'est que... Enfin, toi, tu considères que tu n'avais pas à l'associer. Mais en fait, plus tard, tu vas te rendre compte que c'était pas si détaché, en fait, finalement. Sans doute que c'est pas un hasard si ça s'est produit à ce moment-là de ma vie, en effet. Mais le problème, c'est que sur le moment, j'ai pas du tout voulu en parler. J'ai gardé ça complètement pour moi. J'en ai même pas parlé à mon partenaire. Alors que j'étais dans une relation de confiance et je suis sûre qu'il aurait complètement accueilli cette parole-là. Mais moi, j'ai décidé que c'était mon problème. Qu'il fallait que je tire mon plan toute seule, que puisque ça avait toujours été, il n'y avait pas de raison que ça change. C'était quoi tes pensées? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il y avait dans ta tête? Pourquoi tu n'avais pas envie d'en parler? C'est un truc que je raconte dans l'album. C'est ce truc de se dire, d'abord le sexe, c'est le ciment du couple. T'as 21 ans, t'es amoureuse, ton mec est cool, donc faut que tu baises avec lui. Enfin, c'est normal. Toi, t'es cool aussi, faut être cool. Oui, faut être cool. Voilà, faut être cool aussi. Tu dois assumer ça. Enfin, oui, c'était des trucs comme ça, quoi. Des trucs qui, en fait, sont très pervers, très malsains. Parce que... A posteriori, je me rends compte que si sur le moment je lui en avais parlé, que je m'étais dit tiens c'est bizarre, je vais aller demander conseil à un médecin, on aurait pu résoudre le problème bien plus simplement et j'aurais pas vécu tout ce parcours qui ensuite, parce qu'évidemment la douleur a pris d'autres proportions à cause déjà du fait que le fait de quand même faire l'amour alors que j'avais une hypersensibilité, ça l'a aggravé. C'est que t'as quand même essayé de continuer à faire l'acte pénétratif parce que à ce moment-là aussi de ta vie, pour toi, un acte sexuel, c'était un acte pénétratif, forcément. Ouais, j'avais pas beaucoup de représentation, en fait. J'ai eu une éducation sexuelle très moyenne, comme la plupart des gens. C'est-à-dire que c'est pas un tabou particulier dans ma famille. Je viens pas, je sais pas, d'un milieu rigoriste à cet égard-là, mais juste, c'est pas un truc dont on parlait à la maison. J'ai pas eu très très peu de cours d'éducation à la sexualité et à la vie affective à l'école. Et donc, moi, j'ai appris les choses sur le tas, quoi. J'ai appris les choses par la pratique. Et puis 21 ans, t'étais très jeune, hein. J'étais très jeune. Encore extrêmement jeune. On découvre encore beaucoup de choses. Encore à 30 ans, 40, 50, mais... J'étais pas armée, quoi, en fait, pour bien réagir. Et donc, je suis tombée dans tous les écueils de la honte. En fait, ça fait se sentir très, très honteuse de soudain pas rentrer dans ces schémas-là. Je ressentais beaucoup de culpabilité. Tu te sentais peut-être aussi un peu comme un handicap ou un truc comme ça, physique qui était honteux, quoi. J'étais pas normale, quoi. Okay. Et la culpabilité aussi de potentiellement priver mon partenaire d'une vie sexuelle, puisqu'on était dans un couple exclusif. C'était une question qui se posait absolument pas, à nouveau, dans les schémas de nos représentations à tous les deux. Donc, si moi, à un moment, je lui disais tout le temps « j'ai pas trop envie », au bout de 10 fois, j'avais l'impression qu'il fallait que je lui devais ça. Bien sûr. Et ça, lui pouvait prendre ça comme du désamour aussi, bien sûr, du désintérêt, et puis c'est ça qu'on projette en tout cas. Ouais, peur de se faire quitter, alors que finalement, je fabulais tout ça. Mon compagnon me l'a absolument pas formulé. C'est aussi ça qui est très intéressant dans ce cas de figure, c'est que à aucun moment mon compagnon m'a dit des trucs comme ça, c'est moi qui les pensais, qui les intériorisais. Et depuis que l'album est sorti, je fais pas mal de dédicaces et tout, je rencontre beaucoup de lecteurs et de lectrices, et j'ai beaucoup de lectrices qui me disent « Ah bah oui, moi aussi je souffre de vaginisme, mais bon, heureusement j'ai un compagnon qui est hyper compréhensif et patient ». Elles sont nombreuses à me dire ça, c'est cool de l'entendre, mais malgré ça, on se met toutes dans des schémas de pression de soi-même à soi-même, quoi. Est-ce qu'elles ont réussi à le communiquer de manière rapide dès le début, parce que peut-être que ça leur a mis aussi du temps déjà de comprendre ce qui leur arrivait, parce qu'on le voit dans la BD, toi t'as mis du temps à comprendre déjà, à mettre des mots sur ce qui t'arrivait, puis ensuite d'en parler à la personne. Donc bah ouais, ça dépend d'un couple à l'autre, mais il y a des femmes qui le verbalisent immédiatement, de dire j'ai mal. Ça dépend aussi un peu de la gravité des symptômes. Si la pénétration est juste complètement impossible, bah ça se voit, quoi. Le mec aussi, il s'en rend compte, hein. Moi, comme c'était un peu entre les deux, je parvenais à le cacher aussi. Donc c'est ça que le jour où finalement ça n'a plus été possible, j'avais trop mal et que je l'ai révélé subitement à mon compagnon, ça faisait presque 1 an que je me forçais à avoir des rapports. Pour lui, ça a été 1 an avant de lui en parler. Ouais, pour lui ça a été un choc, un drame, quoi. Il a été hyper choqué de découvrir que j'avais souffert de ça, que je lui avais caché. Il se demandait mais pourquoi tu m'as pas fait confiance. Il mesurait aussi le sous-entendu que ça représentait, quoi, du fait que je m'étais forcée, que j'avais pas eu spécialement envie. Enfin, c'était très douloureux. Lui aussi, ça a beaucoup entaché sa confiance en lui, quoi. Bien sûr. Et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu à quoi ça ressemble la douleur du vaginisme pour des personnes qui, comme toi, par exemple, peuvent le vivre et n'ont pas compris ce qui les traversait? Ça ressemble à quoi? Alors là, je vais parler de la douleur de la vulvodynie, puisque c'est ce qui m'a concernée. C'est vraiment quelque chose qui brûle, qui pique. C'est comme une lame de rasoir.
Ok. Comme si avec un cure-dent, on venait piquer les petites lèvres, quoi. D'accord, donc ça c'est sur l'extérieur, sur la vulve. Ouais. Ok. D'accord, et ce qui du coup après a entraîné donc un vaginisme qui du coup à la pénétration, c'était quoi comme sensation? C'est aussi des brûlures à l'intérieur? Les brûlures sont vraiment à l'entrée du vagin. D'accord. Et la pénétration, disons, comme nos muscles se contractent, c'est trop serré, quoi. Donc tout mis l'un dans l'autre, c'est vraiment désagréable. C'est que tu as cette brûlure à l'entrée du vagin, le fait que tu serres fort. Voilà, c'est un mélange des deux. C'est surtout la brûlure qui est prégnante. La contraction des muscles du vagin, ça fait pas mal du tout. La contraction du périnée, c'est comme bander n'importe quel muscle. Ça fait pas particulièrement mal. Mais c'est juste que comme ça resserre fort le vagin, il faut pousser, quoi. D'accord. Pour le dire concrètement. Ok. Et une fois que tu en as parlé à ton compagnon, donc lui, ça a été très compliqué pour lui, mais il a décidé de rester avec toi et de le vivre avec toi et d'être patient et de voir du coup comment vous alliez ensemble régler cette histoire. Donc toi, tu es passé par plusieurs phases où en même temps, tu voulais absolument régler cette histoire le plus vite possible, puis d'autres moments, tu te posais des questions sur ton propre désir et sur cette injonction à « Ah, mais je suis en train de me lever le matin en me disant « Il faut que je fasse l'amour, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire l'amour, en fait ?» T'es passé par pas mal de choses par rapport au désir, tu peux nous en parler un peu? Ouais. D'abord, le premier souci, c'est que toute cette série d'événements m'a complètement déconnectée de mon corps et de mon désir. Ma libido s'est retrouvée réduite à néant. Et ça aussi, à 22 ans, c'est un truc où on se sent pas du tout normal de vivre les choses comme ça. Je culpabilisais beaucoup de plus du tout désirer mon compagnon, alors que par ailleurs, je remettais pas du tout en question l'amour que je lui portais et le fait que j'avais envie de rester en couple avec lui. Et donc c'est pour ça me poussait à devoir trouver une solution. Il fallait que je me soigne, quoi. Donc en plus le stress et la rapidité, il faut guérir tout de suite, quoi. Ouais, il y avait une sorte d'urgence à me dire ok, c'est bien, il est cool, il est patient, mais il va pas le rester longtemps. Parce que justement, je lui dois à lui aussi une certaine satisfaction sexuelle et donc il fallait trouver des solutions et c'est là que j'ai commencé à me tourner vers des professionnels de la santé, à commencer par une gynécologue. Donc je suis allée chez une au hasard à l'hôpital public le plus proche de chez moi et je lui ai décrit précisément les symptômes que je vivais, qui sont ceux que je viens de raconter. Mais sauf qu'en fait, je suis tombée sur quelqu'un qui visiblement savait pas du tout ce que c'était et que ça existait, le vaginisme. Et ça aussi, malheureusement, en fait, tout ça a été le début d'une longue errance médicale où, malgré le fait que j'expliquais ce qui m'arrivait, personne ne semblait trouver de piste pour m'aider, quoi. Donc après la gynéco, qui par contre c'était intéressant parce qu'elle a balayé tout ce qui était vraiment d'ordre strictement pathologique, genre une infection ou des trucs comme ça. Je suis allée voir une psy parce que alors je me suis dit bon, mais puisque c'est pas physique apparemment, c'est que c'est psychologique. Mais juste la gynéco t'a laissé partir alors que tu disais que t'avais encore des douleurs et elle t'a laissé partir, quoi. En fait, elle m'a dit ah, vous avez sûrement une infection avec un lichen. D'accord. Et ça peut entraîner le fait que ça pique, donc je vais vous donner des antibiotiques. Et moi, dans ma tête, j'étais là, j'ai pas l'impression que ce soit ça, quoi. Ouais. J'ai déjà eu une infection des champignons, on en a tous eu une fois. Je sentais que c'était un peu différent, mais t'oses pas non plus remettre trop en question la parole médicale dans un premier temps. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai pris les antibiotiques, ça n'a absolument rien changé. Et à partir de là, je me suis dit, c'est que c'était pas ça. C'est que ça relève pas d'une gynécologue. Donc, je vais passer à l'étape 2. Je suis passée chez une psychologue. Ok. Oui, pas sexologue encore. Pas encore sexologue. Donc, d'abord, j'ai vu une psy. Pareil, je lui explique tout. Alors, déjà, là, ce qui est cool avec la psy, c'est que, et ça, j'en avais besoin, la première chose qu'elle m'a dit, c'est vous arrêtez d'avoir des rapports. Ok. Vous arrêtez de vous forcer. Là, c'est plus possible. Et c'est con, mais moi, j'avais besoin qu'une autorité me dise t'as le droit de ne pas avoir de sexualité. Et donc là, je me suis autorisée, moi, à lâcher prise là-dessus. Mais d'autant plus que ton copain savait ce que t'avais aussi. Oui. Donc ça pouvait être moins difficile de dire écoute, là, c'est pas que je t'aime pas. Ouais. C'est que là, il faut que je prenne un temps pour moi et que je laisse reposer tout ça, quoi. Ouais. Okay. Et lui était complètement OK. Mais assez rapidement, j'ai senti que la psy, cette dimension sexologie, semblait un peu la dépasser, qu'elle avait peut-être pas d'expérience particulière là-dedans. Donc, j'ai arrêté de la voir. En plus, le Covid est arrivé, donc c'était l'occasion d'arrêter. Un peu après, j'ai cherché une sexologue. Idem, je savais pas vers qui me tourner, donc j'ai googlé, quoi. Ouais. Je suis allée chez une sexologue. Et alors, elle, incroyable, j'ai vraiment pas eu de bol. Je suis tombée sur une vieille dame qui a fait que renforcer toutes les injonctions du style non mais vous savez, l'appétit vient en mangeant. Ouais, faut qu'elle.
Ouais, Phokène. Écoutez, les femmes, en fait, si elles ont tant de problèmes de désir, c'est parce qu'elles savent pas bien identifier leurs désirs. Elle m'a conseillé d'utiliser des dilatateurs vaginaux, ce qui peut se révéler utile, hein, mais moi, genre, j'étais là, au secours. T'as senti tout de suite que c'était pas ton délire. Ouais, assez. Mais j'ai quand même été la voir un certain nombre de séances, hein, oui, mais au bout d'un moment... Parce que t'as envie d'être écoutée aussi dans ces moments-là, et ouais. T'as envie d'y croire, quoi. L'avantage de toute cette période d'errance, c'est que ça m'a appris à mettre des mots là-dessus. Ça m'a appris à devoir dire à voix haute tout ce qui m'arrivait. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, à chaque fois que j'ouvrais la bouche pour en parler, je fondais en larmes. Je pleurais comme un veau. C'était tellement... je gardais tout ça enfoui. J'en parlais à personne. J'en parlais pas à mes amis. C'était un truc qu'il y avait que moi et mon compagnon qui savions que ça nous arrivait, quoi. Oui, il y a vraiment ce côté-là aussi où entre amis, on va beaucoup parler, on va vanter ses mérites, on va parler de performance, on va parler, moi, mon mec, il me fait jouer tout le temps, nanana. Quand il va se passer un truc qui coince un peu, où on souffre, où du coup, on a l'impression d'être moins performante sur le banc de touche, bah là, il n'y a plus personne, on n'en parle plus. Il n'y a plus personne. Et c'est intéressant ce que tu soulignes, parce qu'on vit dans une société qui nous fait une représentation de la sexualité qui est omniprésente. Mais forcément au top du top, je bouffe tous les jours. Ouais. Et en tant que femme, pour être une femme libre et épanouie et forte, c'est que toi aussi tu t'appropries grave ta sexualité et tout. Et oui, moi, avec le féminisme aussi parfois, et du coup il peut y avoir des dérives comme ça. On se dit bah oui, mais si on est féministe, si on est une femme forte, il faut qu'on y aille en fait. Ouais. Sauf que... ouais, et y compris même dans les représentations un peu de sexualité entre guillemets alternative, c'est encore une injonction à faire du sexe. Complètement. Et moi qui avais juste pas de désir, qui était asexuelle de fait. Sur cette période-là, tu t'es demandé d'ailleurs si tu l'étais totalement. Ouais. Je me suis dit bon ben voilà, ma puberté est passée, donc les hormones en chaleur et tout c'est bon, là maintenant c'est fini, et en fait peut-être que je suis asexuelle. Et ça, ça me faisait très très peur de formuler cette possibilité, parce qu'il y a tellement peu de représentation et de place pour ça aujourd'hui, que je me disais que si... Et encore là, des fausses croyances de fou, hein, mais si je disais à mon mec, bon, ben en fait, je suis asexuelle, bye bye à notre sexualité à deux, il allait me quitter, quoi. Et c'était aussi ça qui me mettait autant en mouvement, c'était de me dire, il faut que je trouve une solution pour nous deux aussi, parce que je suis pas seule dans ce bateau-là. D'ailleurs, ça, c'est vrai de le souligner, c'est que souvent, quand il y a un couple avec du vaginisme, bah, ça concerne le couple, quoi. Et c'est hyper important que les mecs soient partie prenante de tout ça, parce qu'en fait... on est à deux à faire de la sexualité généralement. Oui. Quoi. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à celles et ceux qui nous écoutent, qui peuvent vivre ça, qui sont dans cette période-là, par exemple, qui ont peut-être ou pas posé les mots sur ce qui leur arrivait, et qui ont envie quand même de nourrir une vie sexuelle, où il reste un peu de désir quand même. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Qu'est-ce qui tourne autour de la sexualité qui n'est pas forcément pénétratif ? Alors, bon, déjà, quand on est en plein dedans, c'est vraiment difficile de sortir de l'ornière, quoi. C'est difficile de reconstruire du désir dans un couple qui a traversé ça, qu'on se le dise, et ça aussi, c'est tout à fait ok de le reconnaître, quoi. Malheureusement, si j'avais une clé ou une baguette magique, j'en serais moi-même la première heureuse. La première chose, du coup, que j'ai envie de dire, c'est il faut, dans un premier temps, essayer de se débarrasser de la culpabilité, parce qu'elle fait plus de mal que de bien. On peut pas venir à une sexualité épanouissante et épanouie si on le fait par culpabilité. Donc peut-être que dans un premier temps, il vaut mieux reconnaître qu'il faut peut-être juste pas avoir de sexualité pendant un temps. Et c'est ok. Et c'est ok. Et c'est ok de laisser un peu retomber tout ça et de pas toujours vouloir se mettre là-dedans. Sur le plan pratico-pratique, moi, il y a un site qui est un peu une référence dans le vaginisme que j'ai envie de conseiller. Ça s'appelle lesclésdevenus.org. Qui est un site qui répertorie beaucoup de ressources déjà sur les symptômes du vaginisme, les différentes dyspareunies, y compris la vulvodynie et d'autres. Donc pour apprendre et essayer de mieux comprendre ce qui nous arrive, c'est super. Et surtout, ils ont un annuaire. Je sais qu'il n'est pas hyper méga à jour, mais n'empêche qu'il existe et qu'il a quand même beaucoup de noms dedans, qui recense tous les professionnels de santé qui justement sont sensibles à ce sujet. Donc pour direct aller chez un ou une gynécologue, par exemple, qui saura de quoi vous lui parlez. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé une gynéco qui... Parce que bon, spoiler, j'ai fini par trouver des pros de la santé qui m'ont super bien accompagnée, qui m'ont aidé à guérir physiquement et puis ensuite psychologiquement. Et c'est grâce à ce site-là que je les ai trouvés. Donc vous pouvez taper votre département et vous verrez des noms apparaître. Donc ça, c'est vraiment cool. Oui, parce que ça peut être aussi une violence médicale d'avoir quelqu'un en face qui ne capte pas
ou qui limite dénigre un peu ce qu'on raconte, quoi. Ça peut arriver. Ouais, malheureusement, ça peut faire plus de mal que de bien. Sûr. Et ce que je tiens aussi à dire, et ça vaut autant pour le vaginisme que pour quand on va par exemple chez un psy pour la première fois, c'est que c'est ok de peut-être pas trouver la bonne personne du premier coup. Quand il faut une relation avec un ou une médecin comme ça, ou un ou une psy d'une telle confiance, c'est normal que le premier venu soit peut-être pas forcément celui qui nous convient et qu'il faille en tester plusieurs pour trouver la personne dont l'approche correspond à notre sensibilité, à notre caractère, juste. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se heurter à ça. Ouais, il faut pas baisser les bras. Ça se trouve, c'est je vais tomber sur une mauvaise ou un mauvais psy. C'est possible que ce soit une personne qui ne corresponde pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Ouais. Voilà, on est tous très différents. On a des alchimies différentes aussi. Donc, il ne faut vraiment pas lâcher, quoi. Ouais. C'est pas parce que ça n'a pas marché du premier coup que ça ne marchera jamais. Okay. Genre, vraiment... donc, il faut se laisser le temps. Il faut tâtonner. Il y a beaucoup de tâtonnements, malheureusement, parce que c'est une thématique... très sensible d'une part et qui elle mélange plein de choses. On a parlé du corps, on parle du désir, on parle des traumas, on parle de la part psychologique. Parce que du coup, avec ta psychologue, tu t'es rendu compte qu'il y avait aussi des traumas de l'enfance qui avaient pu ressurgir, notamment dans des contextes stressants de ta vie quotidienne. Donc notamment, tu travailles énormément. Il y a eu perte d'une proche, du coup ta grand-mère. Et donc, c'est potentiellement des terrains où tu te retrouves sensible, qui peuvent rejaillir des émotions anciennes, de vulnérabilité, de peur, d'abandon. Ça, c'est propre à chacun ou chacune. Et toi, du coup, grâce à une psy à la bonne, que tu as mis du temps à trouver, on le rappelle, mais Alix, tu as mis du temps à trouver la bonne personne, tu as compris aussi qu'il t'était arrivé des choses dans l'enfance qui pouvaient avoir déclenché ça. Donc, tu peux nous en parler rapidement ? Bien sûr. Avant de revenir là-dessus, je veux vraiment insister sur le fait que le vaginisme n'est vraiment pas forcément le résultat de ce genre de trauma d'enfance. Je veux dire, si vous avez du vaginisme, ne croyez pas qu'il y a forcément un truc à investiguer de ce côté-là et tout. Il ne faut pas faire de raccourcis trop faciles. Ça peut rajouter des angoisses à l'angoisse. Ouais, c'est ça. Pas forcément. Il y a des vaginismes qui sont vraiment strictement physiques. Donc voilà. Mais dans mon cas, en effet, il s'est avéré que c'était vraiment lié à un trauma d'enfance sur lequel je reviens très brièvement dans l'album. Et là, il y a aussi un truc qui est important à évoquer, c'est que c'est pas un truc que j'avais oublié et qui a ressurgi. C'est pas des souvenirs qui me sont retombés dessus suite à une amnésie totale, parce que ça, on sait que ça existe, mais c'était pas mon cas. Au contraire, c'était quelque chose d'un peu plus trouble, qui est le fait que j'avais jamais oublié, mais j'avais jamais reconnu la gravité que ça représentait, en fait. Parce qu'il y a aussi ça dans malheureusement les violences sexuelles faites aux enfants, c'est qu'on associe ça à une image très glauque aussi, et je veux dire ça l'est toujours, mais moi je viens de Belgique, un pays où la pédocriminalité s'est associée à Marc Dutroux, un type qui jetait des enfants dans une camionnette blanche. Malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Parfois, c'est des gestes, ça peut arriver dans un contexte récurrent ou pas. Enfin, ça peut prendre plus flou. C'est beaucoup plus flou, ça peut prendre plein de formes, et malheureusement, du coup, on se sent pas du tout légitime à reconnaître la gravité de ce que ça représentait. Et moi, j'étais exactement là-dedans, en fait. C'est que je me disais, drôle de souvenir, très sale souvenir, mais en fait, j'ai pas le droit de me plaindre, quoi. Et ça aussi, en fait, tout ce dont on parle depuis le début, j'ai pas le droit de me plaindre, il faut absolument arrêter de croire ça, quoi. S'il y a quelque chose qui nous trouble, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que ça perturbe notre bien-être dans le présent et qu'il ne faut pas s'accommoder de ça, en fait. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais donner, du coup, pour terminer cette interview ? Quel conseil tu pourrais donner, du coup, en termes de personnes qui pourraient t'accompagner quand tu vis ça, autant qui touche, du coup, le psychologique, s'il y a quelque chose de psychologique à creuser, physique. Je sais que tu parles de kiné aussi dans ta BD. Est-ce que tu peux nous donner un petit corps de métier ? Donc on peut retrouver sur l'association là que tu nous as donnée. Donc il y a quoi comme type de corps de métier qui pourrait nous aider un petit peu à... La première chose, c'est qu'il faut quand même s'adresser à un ou une gynécologue pour écarter toute éventuelle pathologie sous-jacente très très clairement, et de toute façon poser le diagnostic d'une vulvodynie, d'une inflammation de ce type-là, c'est vraiment les médecins qui sont habilités à le faire. Il y a des tests à faire.
Et puis ça sert généralement de référent médical pour tout ce qu'il y a autour, notamment la kiné périnéale. Moi j'en ai fait, donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant dans la vie, puisque la kiné te met des doigts dans la chatte et elle t'apprend à vraiment contrôler le muscle de ton périnée, qui est un muscle qui est hyper important parce que ça soutient tous les organes, enfin ça fait plein de choses différentes dans le corps, et apprendre à le contrôler, c'est très sain. Et puis ça apprend à pouvoir décontracter cette partie qui a priori est pas celle dont on a le plus conscience. Complètement, donc tu te reconnectes à cette partie-là. Tu te reconnectes complètement, tu apprends à tracer un lien entre ton cerveau et cette partie de ton corps et à pouvoir la contrôler, là pour le coup consciemment, à mieux te mettre en situation de détente, y compris quand t'es face à une intimité, au fait que tu vas faire l'amour par exemple. Ça, j'ai envie de dire que ça pourrait servir à plein d'autres personnes. Bien sûr. Vaginisme ou non, parce que on est quand même beaucoup à être déconnecté, mine de rien, sans s'en rendre compte. Ah ouais, moi j'étais quelqu'un comme ça. J'étais quelqu'un de très cérébral, quoi. Je vivais juste dans ma tête, et le corps, c'était une super machine de chair qui me servait à exister, mais pas du tout à vivre dedans, quoi. Ouais. Donc ça, la kiné, ça a été très très intéressant de me reconnecter à tout ça. Elle te donne des exercices à faire chez toi aussi, après, ouais. Et tout, ok. Ouais. Finalement, j'ai parlé des doigts dans la chatte, c'est une chose, mais c'est aussi beaucoup juste de la respiration ventrale. Bien sûr. Apprendre à se détendre. Ouais. Donc bien prendre conscience de tout ça. Et puis ensuite, je pense qu'il y a vraiment une dimension psychologique qui est super importante, pas spécialement pour le trauma, mais ne fût-ce que pour la reconstruction, le fait que ça... Comme ça nous déconnecte de notre désir, on se sent vraiment pas super bien dans ses baskets, et donc c'est important d'aller mettre des mots là-dessus pour ensuite repartir du bon pied, reconstruire en fait par derrière quelque chose qui nous correspond mieux, qui soit plus joyeux, qui soit affranchi de toutes ces vilaines normes qui nous ont foutus peut-être dans la merde, pour s'approprier un peu une forme de sexualité qui cette fois va nous correspondre vraiment et nous épanouir. Donc ça t'a fait grandir aussi. Énormément. Ouais, voilà, c'est des trucs, mais comme toutes les épreuves de la vie, hein, souvent a posteriori, on se rend compte qu'on a beaucoup appris. Quand on est dedans, on se dit, punaise, je voudrais bien que les choses soient faciles, je voudrais bien pas avoir à me poser des questions. Mais bon, quand on s'aperçoit des réponses, on se dit qu'en fait, ça valait le coup dans une certaine mesure, quoi. Trop bien. Alix, rappelle-nous le nom de ta BD. Ça s'appelle Impénétrable. Impénétrable. Qui est à quelle édition ? Le Lombard. Ok, et on peut se l'approprier comment ? C'est dispo dans toutes les librairies de bande dessinée et quasi toutes les grandes librairies. Voilà, vous pouvez la commander, etc. Allez chez vos libraires de quartier, évidemment, on le dira jamais assez. Bien sûr, hein, très important. Ouais. Libraire de quartier, ou s'il l'a pas, vous pouvez le faire commander. Tout à fait, ouais, elle est très bien distribuée, elle est facile à trouver. C'est toi qui as écrit, c'est toi qui as illustré aussi la BD. Hein. Ouais. Donc je vous le conseille parce que c'est vraiment, c'est hyper touchant, et ça peut toucher aussi les personnes qui n'ont pas forcément vécu de vaginisme, mais qui juste traversent aussi des questionnements sur leur sexualité, leur désir, leur libido, leur rapport à leur corps, leur sexualité dans le couple aussi. Tu parles aussi de relations libres, hein, de questionnements sur ok, est-ce qu'on ouvre la relation, qu'est-ce que ça fait quand je ressens du désir pour d'autres personnes aussi. Donc je pense que c'est des sujets aussi qui sont très universels, qui peuvent toucher vraiment beaucoup de monde. Je vous le conseille. Alix, je te remercie d'être venue. Merci beaucoup. C'est vraiment très courageux de ta part d'avoir fait cette BD, d'être là au micro de Pédagogie. Et je sais que tu vas continuer à en parler encore et encore. Ça me tient vraiment à cœur. Merci beaucoup. Et merci à vous toutes, vous tous d'être encore là sur cette saison 3 de Pédagogie. C'est Malou Monroe qui anime ce podcast produit par Passage du Désir, la marque de développement durable du couple. On est sur Instagram, on est dans les boutiques, on est sur Internet. Et vous pouvez nous contacter aussi pour nous proposer d'autres sujets d'épisodes. Voilà, je vous remercie. Merci Alix. Merci Malou. Au revoir.